j'ai 66 ans, je suis père et grand-père de deux petites filles franco-italiennes, donc européennes. J'ai effectivement une carrière internationale, c'est un petit peu ce qui me caractérise. Je suis allé dans 107 pays officiellement, plutôt 140 dans la vraie vie. Je parle 5 langues étrangères et aujourd'hui, je suis professeur essentiellement en langue anglaise sur 15 campus dans 7 pays, donc, dont la Chine et l'Allemagne. Et cette année, j'ai 74 nationalités d'étudiants dans plusieurs styles d'école, business, ingénieurs, dont Polytechnique aussi, dont je suis très fier, les artistes et la défense nationale. Et j'ai eu en fait plus que deux vies, trois. L'international, puisque pendant 25 ans, j'ai travaillé en entreprise, aux achats, en fusion-acquisition, en export, en développement. Ensuite, comme professeur, voilà, depuis 15 ans maintenant. Et puis, une troisième vie plus discrète dans les métiers du renseignement. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'intelligence économique? Alors, je pense que beaucoup d'auditeurs le savent naturellement, mais si certains auditeurs ne sont pas trop au courant, je voudrais quand même donner une petite définition claire parce qu'après, je vais décliner un certain nombre de variantes dans le monde. Puisque la question, vous l'avez bien compris, c'est l'intelligence économique, virgule, espionnage ou bien pratique managériale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? L'intelligence économique, c'est la maîtrise de l'information stratégique utile à des fins d'action dans le domaine économique pour gagner en compétitivité. J'insiste beaucoup là-dessus, sur le pour gagner en compétitivité, c'est-à-dire pour gagner dans la compétition mondiale. Pour gagner. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de l'information stratégique? Rapidement, c'est la collecte, l'analyse et le traitement, la diffusion sélective et la protection de l'information. Voilà, c'est ça qu'on appelle la maîtrise. Donc, collecte, analyse et traitement, diffusion sélective, protection. Ensuite, l'information stratégique utile. Donc, nous ne sommes pas, enfin, je dirais, un service d'intelligence économique n'est pas une bibliothèque qui s'amuse, entre guillemets, à tout savoir sur tout. Non, il y a une définition des besoins en information qui sont en général définis avec la direction générale. Et là, pour des raisons de coût, on se focalise sur un certain nombre d'informations stratégiques qui peuvent être à la fois juridiques, à la fois technologiques, à la fois commerciales, prix de revient, etc., et utiles. Donc tout ça est validé par la direction générale, en général avec les départements concernés à des fins d'action. Donc, l'objectif, c'est à la fin d'utiliser cette information, non pas comme je peux le faire maintenant comme professeur, à des fins de recherche, mais à des fins d'action. Ensuite, dans le domaine économique, c'est évident, mais en cela, si vous voulez, l'intelligence économique est très différente de l'intelligence, enfin, par exemple, du renseignement militaire, diplomatique, classique. Notamment, il y a des limites au niveau légal, illégal, qui ne sont pas les mêmes. Et ensuite, j'insiste beaucoup dessus, l'objectif, c'est de gagner en compétitivité. Donc, ce ne sont pas des personnes, si vous voulez, qui font de la recherche un peu dans le vide, qui tournent en rond. Non, non, ce sont des recherches très précises sous-entendu, il faut du résultat et l'objectif, c'est de gagner. Bon, alors une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, bon, bah ok, mais ça, j'imagine que toutes les sociétés le font depuis longtemps. C'est vrai, mais ce qui a beaucoup changé, si vous voulez, ces dernières années, c'est ce que moi-même j'ai vu dans ma propre vie professionnelle, c'est l'arrivée des outils numériques, d'abord, et également l'internationalisation de la compétition. C'est pas la même chose d'être concurrent de Norvégiens, d'Irlandais ou d'être concurrent de Chinois, de Brésiliens, de Russes, d'Iraniens. Voilà. Alors, l'objectif final, c'est effectivement, grâce à l'intelligence économique, de développer des opportunités économiques. Ça, c'est important et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, développer des opportunités économiques dans le domaine de l'innovation, du développement géographique, de tout ce qui est croissance externe. Évidemment, la création de valeur boursière aussi, de temps en temps. Vous pouvez être activé pour travailler sur des problématiques de valeur boursière. Et puis, troisième point, donc après les opportunités économiques et la valeur boursière, évidemment, la régulation, la réduction des risques. D'accord. Et tout ça, si vous voulez, c'est à la fois des problématiques d'information et d'influence contre influence. Alors,
Je le dis tout de suite, si vous voulez, pour que ce soit clair, parce que certains, avant la conférence, m'ont envoyé des messages. C'est clair, si vous voulez, que l'intelligence économique n'est pas de l'espionnage. Alors, je le répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde, mais vous allez voir qu'après, je vais apporter beaucoup de nuances. En France, je répète, en France, l'intelligence économique n'est pas de l'espionnage. Et tous les professionnels reconnus et validés de l'intelligence économique vous le diront, l'intelligence économique est un processus toujours légal, continu et dynamique, qui permet aux organisations, aux entreprises de rester compétitives et de s'adapter à un environnement économique en constante évolution. Donc, l'IE, que ce soit bien clair, est en France toujours légal. Donc, en France, pour utiliser une métaphore, là, c'est les réflexes du prof qui réapparaissent, je dirais qu'en France, l'IE se conduit avec le code de la route français. D'accord? Donc, il y a un code de la route, le code de l'IE, et on respecte ce code. Ce qui est sûr, c'est que la France n'est qu'un petit pays et que le business aujourd'hui est un business mondial et qu'il faut se projeter hors de France. Et donc, ce qui est vrai en France n'est pas du tout forcément vrai à l'étranger. Et ça m'a, je dirais, ça m'a marqué dans tous mes voyages. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que mon système de valeurs, mon système juridique, qui était évident en France et qu'on pouvait défendre avec les ongles, en fait, était complètement hors des clous dans d'autres pays. La Corée, le Japon, la Chine, l'Iran, le Brésil, le Mexique, même parfois les États-Unis. Donc, j'ai assez vite compris, si vous voulez, que les attentes en matière d'intelligence économique n'étaient pas forcément les mêmes. Le territoire français, c'est une chose. Hors du territoire français ou hors du territoire européen, on pourrait dire, les choses peuvent être très différentes. Alors, hors de France, et notamment dans les pays anglo-saxons, l'intelligence économique stricto sensu, en fait, n'existe pas vraiment. Hein. La variante anglo-saxonne de l'intelligence économique, qui est enseignée d'ailleurs dans les universités américaines, s'appelle Competitive Intelligence, que je traduis en cours, si vous voulez, par l'expression le renseignement économique de compétition, en fait, pour gagner. Donc, l'objectif, c'est de gagner. En clair, ce qui caractérise, si vous voulez, l'intelligence économique française, c'est qu'elle est dans ce qu'on appelle le blanc, donc le légal, et un petit peu le gris clair, alors que le champ de la competitive intelligence anglo-saxonne est franchement dans le non illégal. Et dans le non illégal, ça veut dire le légal, forcément, et le non illégal stricto sensu. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un certain nombre de rencontres que j'ai compris aussi la différence qu'il y avait entre, je dirais, avocat ou juriste d'entreprise et lawyer américain. Un juriste d'entreprise, un avocat, il est naturellement dans le blanc, donc dans le légal, et dans le gris pâle, alors qu'un lawyer américain passe son temps à vous expliquer que son domaine d'activité pour gagner, c'est le gris, et y compris le gris foncé, parce qu'il peut faire repousser les limites entre le gris et le noir. C'est ce que vous disent sans arrêt les lawyers américains, mais ils vous disent toujours aussi que la competitive intelligence n'est pas de l'espionnage. Donc c'est là où il y a un gros, je dirais, désaccord, si vous voulez, ou une grosse différence entre l'IE qui est strictement dans le blanc et dans le gris, je donnerai des exemples après, hein, et dans le gris clair, et la competitive intelligence qui s'autorise, parce qu'ils savent faire, entre guillemets, à évoluer dans le non illégal, c'est-à-dire évidemment dans le légal, c'est toujours plus simple, et dans ce borderline que l'on appelle le non illégal, et qui peut être, je le dis aussi, très, comment dire, très difficile à définir, notamment le gris foncé. À Berlin, avec des étudiants ou des professionnels de l'intelligence économique, j'ai des discussions sans fin entre le gris foncé et le noir clair. Les étudiants, les Allemands me disent toujours, mais il n'y a qu'en Allemagne que j'ai cette question. Quelle différence faites-vous entre le noir clair et le gris foncé? Bon, et je suis obligé de leur dire que c'est précisément une des lacunes de mon cours, c'est que c'est toujours très, très difficile de préciser les choses. Et je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment
tenter de vouloir y voir plus clair. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, par exemple, maintenant, si je reviens à ma métaphore du permis de conduire, si vous voulez, ben, en France, on roule selon le permis, le code de la route français, pas de problème. Si vous voulez, dans d'autres pays, eh bien, ils s'autorisent à faire des dérapages contrôlés. Ce qui est tout à fait autorisé, si vous voulez, en rallye, en course de rallye international. Les dérapages contrôlés sont autorisés, les dépassements dans les virages sont autorisés. Donc, on se rend compte que finalement, il y a une marge de manœuvre supérieure pour collecter de l'information dans d'autres pays qu'en France. Donc, dans certains pays, comme chez nous, on va peut-être se mettre des limites, là où les autres, finalement, vont les repousser et parfois gagner grâce à ça. Alors, j'en arrive maintenant, si vous voulez, à cette notion de non illégal. Alors, effectivement, c'est quelque chose de clé. Moi, quand j'ai commencé, quand j'avais 25-30 ans, à l'international, quand j'étais responsable export, puis directeur export, si vous voulez, ce qu'on appelait le borderline, c'était, si on traduisait le mot anglais, bah, c'était une ligne, finalement, petite ligne. Maintenant, le borderline, c'est vraiment une autoroute. C'est une autoroute à 8 voies, si vous voulez, et là, 9 fois sur 10, si vous n'y êtes pas, vous perdez, parce que tout le monde y est. Et ça, moi, je l'ai vu à l'international avec la chute du mur. Je dois dire que avant la chute du mur, si vous voulez, il y avait finalement la concurrence était ce qu'on appelait une concurrence de bonne aloi. C'était un peu l'expression entre gentlemen et on s'interdisait certaines pratiques. Bon, quand le monde, enfin le mur est tombé, la Chine est rentrée dans l'OMC, etc., j'ai vu que la concurrence devenait de plus en plus exacerbée, de plus en plus dure. Et là, j'ai vécu moi-même ces questions, ces questionnements. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans notre concurrence de bonne aloi ou est-ce qu'on s'adapte? Alors, évidemment, il y avait toutes les possibilités. Si on a des moyens de perdre des affaires parce qu'on peut en gagner ailleurs, eh bien, on joue, je dirais, la sobriété européenne, française. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de s'adapter et de rentrer dans l'arène. Alors, c'est vrai que en compétition exacerbée, avec des règles du jeu souvent peu claires, je donnerai des exemples, le respect obsessionnel du code de la route à la française peut, sur de nombreux territoires, faire perdre, en fait. Et de même que certaines valeurs peuvent faire perdre. Et ça, je m'en suis rendu compte, si vous voulez, de façon très, très pragmatique sur le terrain, au fil des années. Je vais prendre une autre métaphore, parce que j'aime bien faire des métaphores pour mes étudiants. Je leur dis, puisqu'on est en Coupe du Monde de rugby, quelles seraient les chances en Coupe du Monde de rugby de gagner si une équipe de rugby voulait faire passer le score du match après des valeurs qui ne seraient pas respectées par les adversaires. Par exemple, on dirait c'est normal que notre équipe de rugby ne fasse pas des trous dans la pelouse, parce que nous sommes pour l'environnement et nous refusons, si vous voulez, avec nos crampons, de faire des trous dans la pelouse. Bon, pourquoi pas? Ce serait effectivement une bonne idée, mais est-ce que ça nous ferait gagner? C'est pas sûr. De même, on pourrait très bien dire, après tout, moi j'ai des valeurs, je ne veux pas blesser les autres joueurs, donc je me refuse de les toucher, pas de plaquage, etc. Bon, si les autres peuvent vous plaquer, peuvent vous toucher, que forcément vous perdez. Donc, il y a un moment donné, je dirais, certaines valeurs peuvent vous faire perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien ou on se dit on évolue. Alors, quels sont les acteurs clés dans la compétition mondiale? Et là, je vais replacer un acteur qui me semble essentiel, mais essentiel, ce sont les entreprises. Et j'ai bien lu, d'ailleurs, le rapport du 12 juillet 2023 sur l'intelligence économique du Sénat. Je regrette que les entreprises ne soient pas plus et mieux mises en avant. Je vous donne un exemple. Une autre métaphore, c'est du tennis. Comment est-ce qu'on gagne Roland-Garros? Est-ce qu'on gagne Roland-Garros parce qu'on a les meilleurs joueurs, le meilleur public ou les meilleurs juges-arbitres? Meilleurs juges de chaise, juges de ligne. En économie de marché, finalement, l'État, ce sont les juges de chaise, juges de ligne. L'opinion publique, ce sont les spectateurs. Mais les joueurs, ce sont les entreprises. Et si on veut gagner finalement Roland-Garros, il faut avoir les meilleurs joueurs. Pas les meilleurs arbitres. Les arbitres, c'est important. Pas les meilleurs régulateurs.
mais les meilleurs joueurs. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est d'avoir les meilleures entreprises. Et donc, ce sont ces entreprises qu'il faut aider à gagner. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'intelligence économique telle qu'on la vit, si vous voulez, je ne veux pas dire non que les entreprises ne sont pas privilégiées, mais on ne les privilégie pas assez. Je pense que le régulateur peu, P-E-U-T, plus loin peu, P-E-U, d'accord, et que ce qui compte finalement dans la compète, ce sont plus les entreprises que le régulateur. Alors le régulateur lui-même, c'est important, mais lui-même est en compétition. Aujourd'hui, les États sont en compétition les uns avec les autres. Et à un moment donné, il faut qu'on repense, à mon avis, toute la politique d'intelligence économique en remettant au centre de la politique d'intelligence économique les entreprises. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État doit apporter évidemment sa contribution. Alors là, c'est mon expérience à l'école polytechnique, puisque j'ai la chance d'être dans le programme des start-upers de Polytechnique. Donc l'idée, c'est d'aider des jeunes brillantissimes français à monter des boîtes dans le high-tech, le quantique, l'intelligence artificielle, etc. Bon. Et pour ce faire, si vous voulez, je me suis bien rendu compte que si on veut gagner dans la compétition mondiale, eh bien, il y a 4 leviers qui sont importants, enfin, qui sont essentiels. C'est évidemment la qualité du système éducatif. Donc, si on n'a pas un système éducatif absolument performant, eh bien, on ne produit pas les chercheurs dans les bons domaines. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des professeurs de très haut niveau. Il faut un système qui sache créer de l'élitisme, je dirais, à l'allemande, donc pouvoir mettre les meilleurs étudiants dans leur talent naturel. D'accord. L'idée, c'est effectivement que chacun soit dans l'élite de ses talents naturels et qu'à un moment donné, chacun puisse s'épanouir là-dedans. Donc, pour ça, il faut un système éducatif performant, des professeurs performants. Ensuite, donc, premier levier après le système éducatif, ce sont les chercheurs. Il faut des chercheurs également performants. Bon, je suis content de voir dans les derniers prix Nobel qu'il y a un certain nombre de Français qui ont été récompensés, mais on constate qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Troisièmement, alors ça m'a beaucoup marqué, c'est l'argent. Ça, c'est un domaine où là, on n'est vraiment pas bon, et je le vois bien à Polytechnique ou ailleurs. Il y a un vrai problème de financement de ces startups, de la recherche, etc. Un gros problème, hein. Donc, une fois qu'on a le bon système éducatif, une fois qu'on a les bons chercheurs, eh bien, il faut de l'argent. Et puis ensuite, les bons entrepreneurs. Donc, c'est ce système-là qu'il faut remettre à un bon niveau, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les brevets, quand vous regardez au niveau entrepreneuriat, etc., vous voyez que le système n'est pas très performant. Quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs, je vais parler de financement, parce que c'est assez contre-intuitif, et je l'ai appris en discutant avec mes collègues professeurs chinois. Eux me disaient qu'ils sont assez admiratifs, si vous voulez, des Américains pour une chose, uniquement une chose. Bon, c'est la Chine, les États-Unis comme puissance technologique et comme capacité à développer et à financer des idées qui révolutionnent la planète. Les Chinois vous disent, là, on est vraiment bluffé quand on voit les Américains, ils sont capables de mettre des milliards sur des idées qui n'existent pas. On pense à Internet, on pense à la Lune, on pense à beaucoup de choses. Bon. Et ils vous disent là-dessus, quand on regarde le financement de toutes ces découvertes américaines, bien sûr que l'État est présent. Bon. Bien sûr que les fonds financiers sont présents. Mais ce qui nous frappe aussi, c'est que les milliardaires sont présents. Et on n'aime pas les milliardaires, me disent les Chinois, qui sont des rentiers, mais des milliardaires entrepreneurs, c'est intéressant, parce que finalement, s'ils se loupent, s'ils ratent, eh bien, personne ne dira rien, parce que ce n'est pas de l'argent public. Mais s'ils réussissent, ils pensent à Elon Musk, etc., qui a quand même marqué de très gros coups. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de sympathique avec qui on partira en vacances, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Lui, sa contribution, et je dirais, à l'intérêt collectif est complètement différente. Eh bien, il est arrivé à donner corps à des innovations que nous, Chinois, pour l'instant, on n'est pas capable de financer. Et donc, cette idée d'avoir quelques milliardaires entrepreneurs qui finalement prennent des risques pour lancer des innovations, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que, voilà, une fois qu'on a dit ça, j'en arrive, si vous voulez, à maintenant intelligence économique et competitive intelligence. Donc, je reprends le cours de mon
l'exposé. Donc, l'intelligence économique, vous l'avez compris, est plutôt dans le blanc et le gris pâle, quand la competitive intelligence est plutôt dans le blanc, le gris pâle, le gris foncé. Alors, c'est vrai que les règles du jeu mondial sont différentes et qu'il n'y a pas vraiment de réelle égalité dans les modes opératoires d'intervention entre systèmes d'intelligence économique. Je dirais que nous, finalement, nous nous mettons peut-être beaucoup de... euh, enfin, on se crée beaucoup d'exigences, si vous voulez, et les autres, je pense aux Chinois, je pense aux Coréens, je pense aux Japonais, je pense même aux Américains, finalement, ne se mettent pas autant d'exigences sur le dos que nous, donc ils se permettent des choses qui nous feraient hurler, hein, et que nous assimilerions à l'espionnage quand eux assimilent ça, je dirais, à de simples pratiques de competitive intelligence. Et ils vous disent, bah, écoutez, si vous ne voulez pas jouer au rugby, c'est votre problème. Mais le rugby se joue comme ça. Bon, alors, c'est un problème, ça. C'est un gros problème que j'ai pu mesurer à plusieurs reprises quand on est évidemment en Coupe du Monde, hein, en compétition mondiale. Si on raisonne en compétition nationale, si vous voulez, c'est différent. En compétition européenne, c'est aussi différent. Mais dès lors qu'on se place dans une orbite mondiale, eh bien, les pratiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, finalement, les règles de la concurrence sont faussées au niveau de l'acquisition de l'information, voire de l'influence contre influence. Alors, ce qui est sûr aussi, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, en intelligence économique, si je prends le premier volet, mais je n'ai que 50 minutes, donc je me concentre sur 2-3 exemples. Si on veut, si vous voulez, gagner dans la compétition mondiale, la veille numérique ne suffit pas. La veille numérique, c'est nécessaire pour gagner, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que d'expérience, je peux vous le dire, je l'ai vu avec TSMC, avec Samsung, avec Intel, je l'ai vu dans d'autres domaines, avec les GAFAM, etc. Leurs veilleurs, finalement, je dis bien leurs veilleurs numériques, sont si bons que finalement, à la fin, bah, ils arrivent au même résultat. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est de gagner. La veille numérique, comme elle est accessible, l'info numérique est accessible à tout le monde, finalement, eh bien, ce n'est pas là qu'il y a un vrai différentiel qui vous donne l'info gagnante. L'info gagnante, souvent, elle vient de l'humain. Elle vient de l'humain. Et là, si vous voulez, quand vous discutez avec toutes les sociétés mondiales, elles ont bien compris que le veilleur, qui est essentiel et qui vous fait du desk, comme on dit, donc du travail de bureau, vous prépare en fait ce qu'on appelle le field, donc la partie terrain, où là, il va falloir approcher des cerveaux pour, comme disent les Anglais, to unlock, donc pour déverrouiller l'information qui est contenue dans un certain nombre de cerveaux. Et ces informations qui sont contenues dans un certain nombre de cerveaux, au mieux, elles sont récupérées sans que le cerveau en question se rende compte qu'il donne des infos pertinentes. Il y a énormément de techniques, donc là, je n'ai pas le temps d'en parler, je vais en parler rapidement tout à l'heure, mais si vous voulez, il y a énormément de techniques pour récupérer de l'information à partir de cerveaux humains, les plus subtiles étant effectivement des techniques qui vous permettent d'intervenir sans que la cible se doute de quoi que ce soit, hein. Voilà. Alors, je terminerai cette petite page avant de donner des exemples en vous disant que le mot interdit, ça c'est important aussi, n'a pas le même sens dans tous les pays du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans tous mes voyages et périples. L'Allemagne, par exemple, si vous dites verboten, interdit, c'est-à-dire c'est prohibé, c'est vraiment interdit. Ça ne se discute pas. Et je vois bien mes étudiants allemands, si vous voulez, le mot interdit ne souffre pas de nuances. Bon, si vous dites vietato en italien, si vous voulez, si vous allez près de Brunico ou dans le Trentin ou Tadige, là, ils sont plutôt un peu germaniques et c'est vrai que c'est pareil. Ils pensent un peu à l'allemand. Dans le sud, c'est quand même beaucoup plus aléatoire. En Afrique, ça dépend des pays. Au Sénégal, le mot interdit peut signifier interdit. Au Nigeria, le mot interdit ne veut pas du tout dire interdit, hein. En Chine, c'est là où c'est le plus amusant. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup en Chine. Je vais donner là 2-3 exemples. C'est que le mot interdit, pour ça qu'il faut aller en Chine. Pour comprendre la Chine, si vous voulez, si on n'y va pas,
on tombe, je dirais, dans tous les à peu près les approximations des personnes qui, en fait, n'y sont pas allées et qui plaquent leur logique de raisonnement aux Chinois. Alors, un exemple, par exemple, si vous voulez, euh, euh, donc je fais cours dans des universités chinoises. Bon, et chaque Mhm. fois, et chaque fois, je demande aux étudiants, enfin, je dirais la personne qui gère ma venue me demande des liens web avant cours. Et chaque fois, je fais exprès d'ailleurs de donner des liens qui sont sur YouTube. Et chaque fois, la personne me dit, mais vous savez bien que YouTube est interdit. Et chaque fois, je lui dis, oui, mais vous savez bien que tous les étudiants ont des VPN. Bon. Alors elle me dit, OK, je vous donne la liste des étudiants, d'accord? Et puis vous envoyez vos liens YouTube et puis ensuite, bah, ils regarderont eux-mêmes. Voilà. Alors j'envoie toujours mes liens. Et donc là, je demande à l'amphi, je sais pas, il y a 150, 200 personnes. Est-ce que tout le monde a lu? Tout le monde a lu, hein. Bon. Mais officiellement, c'est interdit. Gmail est interdit, mais tout le monde l'a. Google est interdit, mais la plupart des jeunes l'ont. Et donc, en Chine, ce qui est fortement répréhensible, c'est de dire, de communiquer à tout le monde, c'est interdit, euh, euh, et ça ne devrait pas l'être. Bon, ça, c'est attaquer le Parti communiste, tout ça, c'est un peu dangereux. Mais si vous dites c'est interdit, que vous le faites, bon, et vous avez des bons réseaux, etc., bon, ça passe, ça. Hein, ça passe. Donc, c'est vrai que dans la concurrence chinoise, vous pouvez très bien parfois franchir certaines lignes, si vous avez ce qu'on appelle les bons guanxi, les bons réseaux, vous pouvez, donc les bons boucliers humains, ou les bons réseaux d'influence, vous pouvez très bien être dans ce que nous, on appellerait de l'illégal, mais que finalement, pour eux, c'est une sorte de gris très foncé, noir clair, où souvent tout le monde est. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Voilà, le vrai débat, c'est qu'est-ce que vous faites? En Russie et en France, le mot interdit dépend un peu de beaucoup de choses. En Russie, il y a des choses qui sont très, très interdites, donc là, ça ne se discute pas. Puis il y a des choses où, effectivement, c'est pas si interdit que ça. En France, bon, je vais pas, vous le savez autant que moi, en France, c'est un peu sujet toujours il y a des choses qui sont très très interdites et puis il y a des choses où on va se dire bon bah s'il faut traverser la rue qu'il n'y a personne à 2 heures du matin bon et que le feu est vert bah je traverse parce que je ne risque rien etc. Bon c'est revisité par chacun. Alors aux États-Unis c'est encore différent parce qu'aux États-Unis si vous voulez eux considèrent ça je l'ai vu 20 000 fois y compris sur des problématiques avec l'OTAN où j'intervenais, c'est que les Américains n'aiment pas trop quand c'est interdit. Donc, ils vont vous dire, on va faire bouger la ligne. Et donc, on va mettre en route des lobbyistes, des groupes de pression pour que ce qui était interdit devienne permis. Voilà. Et puis, que si vous voulez, nous étions dans le noir clair, et bien maintenant, on va passer soit dans le gris foncé, soit dans le blanc. Donc, ces notions d'interdit, si vous voulez, n'ont pas du tout la même signification voilà, selon les pays. Et quand vous êtes confronté à la compétition mondiale, eh ben vous vous adaptez parce que votre objectif, c'est pas de faire de la coquetterie en expliquant que vous avez été un loser magnifique, c'est de gagner, point. Et même si c'est de façon minable, bah, ce qui est important, c'est quand même de gagner parce qu'à la fin, vous êtes content d'engranger des commandes et de donner de l'emploi, si vous voulez, à votre personnel. Je rappelle quand même que ça je le dis et je le redis, le métier d'entrepreneur ou enfin travailler dans une entreprise, c'est un très très beau métier que je défends tous les jours avec mes étudiants parce que quand vous travaillez dans une entreprise, vous créez de la richesse, vous financez des jobs non financés par l'argent public, vous payez des taxes à votre État, d'accord? Donc ça, c'est très éthique. Vous participez à la souveraineté de votre pays et puis vous participez aussi à l'innovation. Hein, je répète par exemple que l'invention de la machine à laver a révolutionné c'était des ingénieurs allemands d'ailleurs, a révolutionné le travail de beaucoup, beaucoup de femmes dans le monde entier. Bon, et la machine à laver, c'est quand même, quand vous discutez avec des femmes bah, de mon âge ou de la génération d'avant, elles vous disent tous, ça a été une vraie révolution pour nous. Et bon, qui a apporté cette innovation? Ce sont des entreprises privées. Donc, le métier de l'entreprise privée est un très beau métier que je défends.
Alors ensuite, quelques exemples, si vous voulez. Donc là, je vais pas forcément, je tiens compte du fait que je suis enregistré et je vais être obligé d'être très flou, mais je fais confiance à tout le monde, si vous voulez, pour essayer de décoder. Alors, par exemple, dans un pays africain que je nommerai pas, on avait un problème de blocage de l'administration du pays. Un ambassadeur, peu importe lequel, me met au courant et me dit, si vous voulez faire avancer les choses dans ce pays, d'accord, il y a une chose toute simple, c'est d'alimenter, de faire des dons à une fondation. Il faut arriver à gérer en permanence, me dit cet ambassadeur, vos problèmes, donc vous faites part de vos problèmes et vous versez, comme un mécène, des dons à cette fondation. Et comme les gens en face ne sont pas idiots, eh bien, ils vont vouloir vous retourner, vous renvoyer l'ascenseur. Et comme par hasard, vous allez voir, vos problèmes vont être réglés. Et effectivement, c'est des problèmes énormes. Hein. Comme par hasard, si vous voulez, on fait des dons à cette association. Et comme par hasard, des associations, je dirais, des dons légitimes, hein, je précise, qui correspondaient avec l'objet social de l'entreprise. Et comme par hasard, comme par miracle, si vous voulez, les choses se règlent. Évidemment, il est hors de question, puisque ça se passait au niveau du président de la République, il est hors de question de dire, écoutez, c'est ça contre ça. Non, c'est ce que j'appellerais de la compréhension mutuelle, voilà, et tout le monde se comprend les yeux fermés. Il faut bien comprendre qu'à un certain niveau, tout fonctionne les yeux fermés. Ensuite, alors à Gaza, je vais prendre l'exemple de Gaza parce que c'est un domaine que je connais bien et puis tout le monde en parle, donc je me suis dit, on va parler de cet exemple-là, ça intéressera les auditeurs. Gaza, si vous voulez, donc à l'époque, j'étais dans pas mal de métiers, mais à l'époque j'étais cimentier et voilà, et on me dit, il faut absolument qu'on vende du ciment à Gaza. Pour ce faire, j'approche une personne clé que je nommerai pas parce que c'est voilà, c'est une personne connue, et cette personne finalement démarre, si vous voulez, des ventes je dirais exceptionnelles dans la bande de Gaza. Tout se passe par, vous savez, la ville du sud de Rafah. Bon, et les prix de vente, je dis bien les prix de vente du ciment à Gaza étaient pratiquement, oui, même les plus hauts du monde. Mais quand je dis les plus hauts, c'est de très, très loin. Et donc, à un moment donné, je me dis, c'est quand même étrange. Voilà une zone qui est parmi les plus pauvres du monde, où le ciment se vend, si vous voulez, à un prix, et où on me l'achète à un prix qui est pratiquement le plus élevé du monde. Donc, à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un de me faire une enquête. La personne est partie, passée par la ville du Nord, RS, etc., a fait toute une enquête d'information bien faite, sans se faire repérer. Et voilà ce qu'il a découvert, et je vous le dis, à l'époque, les Israéliens étaient en train de construire le mur autour de la bande de Gaza. Et vous savez que pour faire du béton, pour faire un mur, il faut du béton. Et pour faire du béton, eh bien, il faut du sable, il faut des adjuvants, il faut des graviers, il faut de l'eau, il faut surtout du ciment. Et en fait, les intermédiaires qui achetaient à cette personne très, 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 très connue, puisque la personne devenait mon intermédiaire pour le ciment sur la bande de Gaza, eh bien, cette personne qui était mondialement connue, en fait, c'est elle qui vendait le ciment aux Israéliens par personne interposée. Donc, c'était une manière, en fait, de Excuse-moi, on a un petit problème avec le son. On a un petit problème avec le son là. Donc, est-ce que tu peux remettre le son? Parce que je crois qu'il a été coupé. OK, ah oui, effectivement, le son, je ne sais pas pourquoi le son a été arrêté. Pourquoi? Voilà. Alors, ça a été arrêté à partir de quand? Il y a 30 secondes, une minute. Ah bon, d'accord. OK. Bah, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, non. Voilà. Bon.
Vous m'entendez là? Oui? Oui, très bien. Bon, voilà. Donc, désolé. Donc, effectivement, j'étais en train de parler de Gaza et de dire que je me suis retrouvé au cœur d'une, je dirais, d'une manipulation bien faite, hein, de la part d'Israël, où effectivement Israël voulait bloquer quelqu'un très connu de l'autre côté, côté Palestine, pour que la personne se taise contre ce mur. Et finalement, la personne a été piégée elle-même, mais comme c'est moi qui vendais le ciment, sans savoir que tout le processus, heureusement que j'ai envoyé cet ami, d'ailleurs qui était un ancien capitaine de la Légion étrangère, faire cette mission à Gaza, et c'est lui qui est revenu en me disant, Christophe, attention, sans le savoir, toi et ta société participent à l'édification du mur. Donc, voilà, sache-le. Bon, bah, évidemment, on a tout arrêté. Et là, l'information, donc c'était de la contre-influence, l'information nous a été très, très utile parce que sinon, au niveau de l'image, ça aurait été catastrophique. Alors, je terminerai avec deux autres exemples, si vous voulez. Alors, un exemple qui est plus connu, qui est Trinidad et Tobago. Alors là, je n'ai pas participé, mais on m'a raconté. Une société, si vous voulez, au moment des élections sur Trinidad et Tobago, il y a deux grandes populations, enfin afro-carabéenne, hein, des Caraïbes, et puis une population indienne. Et le groupe en question a décidé, qui était payé par les Indiens, a décidé d'encourager l'abstentionnisme chez les jeunes. Et donc, juste avant les élections, cette société de communication a décidé d'encourager l'abstentionnisme chez les jeunes en organisant des événements, des manifestations dans la rue, pas contre les hommes politiques, mais ils voulaient montrer que le système était pourri et qu'il ne fallait pas voter. Donc, le jour en fait, du vote, bah, le vote afro-caribéen ne s'est pas exprimé parce que les jeunes ont effectivement refusé de voter, mais les Indiens, eux, leurs parents les ont pris, je dirais, par le pantalon et leur ont dit, mon fils et ma fille, vous allez voter. Donc, et c'est comme ça que les Indiens ont gagné. Donc, la stratégie d'encourager l'abstentionnisme par cette agence de com britannique a permis aux Indiens, finalement, de gagner parce que ce n'est pas illégal non plus de, entre guillemets, de soutenir un mouvement abstentionniste, mais ils savaient très bien, c'est problématique pour les démocraties. D'accord. Quand vous encouragez l'abstentionnisme et vous savez qu'en fait, en définitive, à la fin, certains voteront et d'autres ne voteront pas, c'est de la manipulation. Bon, eh bien, mais c'est pas illégal, voilà. Et donc, effectivement, les Indiens ont gagné, et c'est une belle réussite, entre guillemets réussite, pour le cabinet de communication qui est intervenu de façon efficace pour faire gagner son camp. Et alors, je terminerai maintenant au niveau, alors quelque chose qui est en cours, donc je n'en parlerai pas plus que ça, mais de plus en plus, si vous voulez, on voit moi-même, je me retrouve confronté à ce genre de problématique, des personnes, si vous voulez, qui veulent agir sur l'Union européenne pour faire voter des lois en faveur de certaines sociétés, de certains pays, etc., et qui s'appuie sur des faux rapports, des rapports pseudo-scientifiques, etc., qui sont créés par des observatoires bidons ou pas bidons, enfin il y a un peu de tout. Et donc là, il y a des vraies manipulations qui s'opèrent dans l'influence, la contre-influence, dans le non-illégal. Voilà, et on le voit sur un certain nombre de grandes sociétés mondiales ou des pays, voilà. Et là, je suis frappé de voir que dans ce monde, si vous voulez, du non-illégal, eh bien, il y a un vrai problème de gouvernance. Et normalement, vous le savez, dans le non-illégal, le nouveau référentiel, c'est l'éthique. C'est ça l'idée de l'éthique finalement, c'est que comme il n'y a pas de loi, soit il n'y a pas de loi, hein. Dans le non illégal, ça peut être parce qu'il n'y a pas de loi, ça peut être des lois qui se contredisent, ça peut être beaucoup de choses le non illégal, hein. Les anglo-saxons sont des experts dans le non illégal, hein. Eh bien, dans le non illégal, normalement, dans cette zone floue, qui est devenue, je le disais, une autoroute à 8 voies aujourd'hui, c'est l'éthique qui prévaut. Voilà. Mais l'éthique, c'est une construction.
Et ceux qui font valoir leurs valeurs et qui ont des outils de communication qui peuvent faire passer leurs valeurs, leur système de valeurs, peuvent l'emporter. Et c'est là où nous, je trouve qu'on est souvent un peu à côté de la plaque. Voilà. Alors, les techniques, si vous voulez, je vois le temps qui passe, mais j'en ai encore pour voilà, quelques minutes. Oui. Puis après, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et je serai ravi d'ailleurs, si pour certains, d'aller les rencontrer si ça les intéresse. Voilà. Alors, quelles sont les différences, si vous voulez, de technique du gris par rapport au blanc dans la collecte de l'information, dans tout ce qui est influence contre influence? Parce que c'est pour moi une différence majeure, si vous voulez, majeure. Bon. Et de se contenter de dire l'intelligence économique, c'est légal, point, c'est bon pour la France, quoi. Voilà. Hors de France, problème. Ou c'est bon sur un certain nombre de pays européens. Voilà. Puis après, la France, ça n'est malheureusement que très peu de choses. Quand je suis en Chine, si vous voulez, quand j'enseigne à Chongqing, 35 millions d'habitants, première ville de la planète, les Chinois me font comprendre que la France, c'est 2 fois la ville, quoi, finalement. Hein. Bon. Aucun ne connaît Macron. Bon. Alors, je sais qu'il y a quelques étudiants. Donc, les étudiants, je les invite à aller sur le site de la DGSI, qui est très bien fait, où vous avez ce qu'on appelle des flash ingérences, qui sont rédigés par les juristes, les plus fins juristes du ministère de l'Intérieur, et qui vous donneront des conseils très, très pratiques pour vous protéger contre tous les modes opératoires, évidemment noirs, donc illégaux, mais aussi gris, de nos concurrents ou des pays concurrents. Alors, lisez-les, vous verrez, c'est tout à fait intéressant, mais en creux, puisque l'objectif, c'est essayer de voir ce que nous, on peut faire, eh bien, vous pouvez en déduire certains modes opératoires à analyser, à sélectionner pour nous, sur des marchés hors du monde occidental. Il faut bien comprendre que l'Europe et la France, en ce moment, perdent beaucoup sur ce qu'on appelle les marchés périphériques, c'est-à-dire pas tellement sur forcément l'Europe, mais sur tous les marchés périphériques. Ça peut être le Brésil, ça peut être le Moyen-Orient, ça peut être l'Afrique. En Afrique, on perd beaucoup, si vous voulez. Hein. Donc, tout ça parce que les Chinois, les Indiens, parfois les Russes, les Turcs nous taillent des croupières. Donc, en creux, vous pouvez en déduire certaines pratiques. Et c'est là où moi, je ne suis pas dans le blanc ou dans le noir, si vous voulez. Je suis par définition dans le gris, dans la nuance. Et je pense que les pratiques qu'il faut développer, borderline, dépendent de beaucoup de choses. Alors, je dis bien pas en France, mais hors de France et hors d'Europe. Donc, le pays, c'est sûr que quand vous êtes au Nigeria, ce n'est pas la même chose que la Norvège. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas encore vu un Nigérian, pas encore, hein, j'attends, me dire que le business peut se faire de façon honnête. J'attends le premier Nigérian qui me dira qu'au Nigeria, on fait du business de façon honnête. Bon. Ça dépend aussi du secteur professionnel. C'est sûr que l'armement ou le big pharma, hein, les gros laboratoires, ce n'est pas la même chose que les métiers d'image. C'est sûr aussi la concurrence. Bon, la concurrence, selon les secteurs, vous êtes dans des concurrences de bonne loi, parfois même pas de concurrence du tout. Donc là, c'est facile. Et parfois, vous êtes dans des métiers où la concurrence est très, très agressive. Ça dépend aussi des enjeux. En France, si la raison d'État intervient dans votre négo, c'est souvent compliqué. Parce que l'État, quand il vous dit je veux la commande, point. Sous-entendu, je ne veux pas savoir comment vous faites, mais voilà, point. Je l'ai vu. Tout dépend aussi des valeurs de l'entreprise. Comment gagner dans la compétition exacerbée mondiale en étant cohérent avec vos valeurs. Comment gagner aussi quand vous êtes dans une situation financière où vous êtes aux abois. Ce n'est pas évident. Alors, si vous voulez vous donner quelques exemples de grilles, vous avez toutes les techniques, forcément, que j'espère que vous connaissez, de renseignement conversationnel, donc tout ce qu'on appelle elicitation, qui sont des techniques où vous arrivez, si vous voulez, non pas à l'occidental à poser des questions et récupérer des réponses, mais vous arrivez, si vous voulez, à récupérer des réponses à des questions que vous n'avez pas posées. Et tout ça, c'est de l'entraînement. Hein. Moi, j'entraîne beaucoup d'étudiants et d'autres, d'ailleurs, dans certains ministères, à récupérer de l'information sans poser de questions, à travailler à l'asiatique. C'est-à-dire que vous êtes dans de l'interprétation de réponses, d'accord, à des questions que vous n'avez pas posées, à des informations que vous n'avez pas posées. Pourquoi ça marche mieux, l'elicitation bien faite, que question-réponse? Parce qu'en question-réponse, quand vous posez une question, vous dévoilez une intention. Donc forcément, vous dévoilez
une intention et la personne qui répond peut à ce moment mentir, maquiller, etc. Et parfois, on se rend compte qu'il vaut mieux ne pas poser de questions, procéder autrement, parce que finalement, les informations que vous récupérez, hein, to unlock, pour déverrouiller l'information stockée dans les cerveaux, souvent, l'information est bien meilleure et n'est pas frelatée, ce que j'appelle frelatée, voilà, par des mensonges, des travestissements, etc. Donc, toutes les techniques d'elicitation sont des techniques qui sont évidentes chez les Asiatiques, qui ils pratiquent très bien. Chez les Anglo-Saxons, en France, on est encore dans une certaine naïveté, si vous voulez, où voilà, on pose une question, on attend une réponse et on est dans l'explicite. Ensuite, il y a toutes les techniques de manipulation. Bon, là, je n'ai pas le temps de détailler, mais vous pouvez imaginer comment on peut récupérer de l'information par des manipulations. Et puis, je terminerai en disant, vous avez évidemment tout ce qui est knowledge brokers, où là, c'est phénoménal de voir comment maintenant se structure un marché de l'information sensible. D'accord? Donc, vous avez effectivement des personnes qui, aujourd'hui, l'information, c'est devenu une commodité, hein. Quand vous discutez avec certains anglo-saxons, ils vous diront, il y a un cours de bourse, et l'information, c'est comme le cuivre, c'est comme le pétrole, c'est comme le gaz. Il y a un cours de bourse, ça monte, ça descend, et vous avez des marchés, des plateformes qui vous vendent de l'information. Alors là, je ne vais pas détailler parce que là, j'en aurai pour 9 heures, si vous voulez, avec des exemples à la clé, mais sachez que c'est parfaitement nous, ça nous choque parfois. Enfin, j'ai tout entendu. Il y a des gens qui me diront c'est illégal, il y en a qui vont me dire c'est gris, il y en a qui vont me dire c'est blanc. J'ai tout vu. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir travaillé avec le contre-espionnage là-dessus, c'est pratiquement impossible d'empêcher ces gens-là de travailler en France, hein. Pratiquement impossible. En revanche, nous, on s'est privé d'un outil que les autres utilisent et que nous, on ne peut pas utiliser pour des raisons plus ou moins de valeur. Vous voyez, une fois de plus, si vous voulez, on proclame des valeurs et en fait, on ne rentre pas sur le terrain de rugby comme il faut, on ne veut pas faire des trous dans la pelouse, on ne veut pas plaquer, etc. Donc à la fin, en fait, on perd. Donc ma conclusion, si vous voulez, je voudrais quand même répondre à la question, est-ce que l'intelligence économique est-ce une pratique managériale ou de l'espionnage? Alors, c'est évidemment pas de l'espionnage, hein, puisque là, l'espionnage, c'est du noir, si vous voulez. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les pratiques de l'espionnage, mais là, on est dans l'illégal le plus complet. D'accord? Donc, l'intelligence économique à la française n'est pas de l'espionnage. La competitive intelligence à l'anglo-saxonne ou à l'asiatique n'est pas non plus de l'espionnage, parce qu'on n'est pas dans du noir, on est dans du gris. Et toute la nuance est là. Et c'est là où ça se joue. D'accord? Moi, je vois, et ceux qui sont pour moi en pointe dans ces logiques du gris, au point où souvent, maintenant, je fais très attention quand j'ai des étudiants de ce pays-là, parce que je sais qu'ils en savent souvent autant que moi, parfois plus, et souvent j'apprends avec ces gens-là, sont les Coréens. Les Coréens n'ont aucune honte à être dans le gris. Et ils vous diront, si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Et d'ailleurs, souvent, ils ne me croient pas quand je leur dis que les Français n'en font pas, que nous, on a des valeurs éthiques, etc. Et ils ricanent. Ils disent, c'est votre problème, hein. C'est votre problème. Alors, si vous voulez, l'intelligence économique et la competitive intelligence sont donc des pratiques managériales très éloignées de l'espionnage. Et je terminerai simplement, ça sera ma dernière petite phrase, en disant que je regrette qu'en France, si vous voulez, il n'y ait pas une meilleure coordination entre toutes les lignes de l'intelligence économique. Je m'explique. Pour qu'une équipe de foot gagne, il faut que le gardien de but, les lignes arrières, les milieux et les avants travaillent ensemble, évidemment. Bon. C'est pas tout d'être défensif, il faut marquer des buts. Je me souviens de Hugo Lloris, que tout le monde connaît, qui était le gardien de but de l'équipe de France en Coupe du Monde football en Russie en 2018. Sur un match, il était capitaine, il avait fait 2 magnifiques horizontales, vous voyez, des arrêts à l'horizontale, où il avait empêché 2 buts contre, je crois, les Uruguayens. Et à la fin, le journaliste lui dit, enchanté par sa prestation, il lui dit, grâce à vous, on a gagné le match. Et Hugo Lloris, capitaine et gardien de but, dit, on ne gagne jamais avec le gardien de but. On ne gagne jamais avec le gardien de but. Au mieux, on fait match nul. Non, c'est les joueurs qui ont gagné. Eh bien, je dirais la même chose au niveau de l'intelligence économique. Au niveau de l'intelligence économique, on a une ligne arrière qui me semble pas mauvaise, si vous voulez, bonne. C'est-à-dire, on a les services. Alors, ça pourrait être, à mon avis, encore meilleur. Mais bon, on a la DGSI qui fait du très bon boulot. On a la DGSE. On a la DNRD qui est exceptionnelle. On a la DRSD qui fait du bon travail, la DGSE qui fait du bon travail, l'ANSSI qui fait du bon boulot, Tracfin qui fait du bon boulot. Bon.
les parlementaires essayent de faire au mieux, mais enfin, là, il y a encore du travail. Mais la régulation, ce n'est pas le problème. Pensez à Roland-Garros. On ne gagne pas Roland-Garros avec le juge de chaise, le juge de ligne. On gagne Roland-Garros avec les joueurs, donc avec les entreprises. Bon, ce qui nous manque, nous, au niveau intelligence économique, c'est d'animer cette ligne avant, celle qui marque des buts, c'est-à-dire les entreprises, les pôles de compétitivité, le MEDEF, etc. C'est ces gens-là qui vont conquérir le monde. Qui vont récupérer des contrats, s'implanter à l'étranger. Ce sont ces gens-là qui vont aider. Et il faut absolument qu'il y ait une meilleure coordination entre effectivement les lignes arrière et les lignes avant. Si on n'a que de très bons acteurs qui ne font que protéger, eh bien, on sera jamais dans le coup. Parce que pour gagner, il ne suffit pas d'être très bon, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut que tout le monde joue ensemble pour être le meilleur. C'est pas facile pour gagner as a team, comme diraient les anglo-saxons. Et alors, la ligne du milieu, c'est quoi? Eh bien, ce sont peut-être vous tous qui êtes intéressés par l'intelligence économique. C'est les professeurs, voilà, comme tous ceux que je connais, qui essayent de faire du bon travail et qui essayent d'être un peu la liaison entre les lignes arrières, donc les services de renseignement, les parlementaires, et les lignes avant, MEDEF, etc. Les chercheurs aussi du CNRS, c'est très important. Tous les chercheurs font partie des lignes avant. Et donc, c'est cette coordination qui manque, je trouve, par rapport à ce que je vois en Allemagne, où c'est très bien coordonné, au Japon, où c'est très bien coordonné, en Corée, où c'est très bien coordonné, en Chine, j'en parle pas, c'est remarquable, aux États-Unis, c'est pas mal du tout. Bon, et nous, chacun travaille un peu dans son silo, si vous voulez, et à la fin, ça donne des résultats qui pourraient être meilleurs. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. C'est très intéressant. Donc une question, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le chat, hein, je passerai le message. Carole Henry me dit, je confirme que le lobbying UK est dans le légal. Alors il ne me semble pas vous avoir entendu parler de UK, mais bon, je me suis peut-être Non, mais trompé. le lobbying est légal, oui, c'est clair. Et alors là, au Oui. niveau du lobbying, ce qui est intéressant quand vous discutez avec des lobbyistes anglo-saxons et des Français, si vous voulez, en fait, il faut replacer les valeurs françaises ou les valeurs anglo-saxonnes. Nous, pour l'intérêt général, on va dire, si vous voulez, on va proclamer haut et fort que c'est l'État qui est dépositaire de l'intérêt général. On va dire l'État est dépositaire de l'intérêt général. L'État, je caricature un peu, hein, c'est mieux que le citoyen lambda ce qu'il faut faire. Et c'est l'État en conscience de définir l'intérêt général. Les anglo-saxons ne vont pas du tout vous dire ça. Ils vont vous dire, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire intérêt général? Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, parce qu'ils vont vous prendre l'exemple, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, et ils vont vous dire, mais alors là-bas, finalement, l'intérêt général, c'était quoi? C'était la ville de Nantes, c'était les agriculteurs du coin, c'était le département, c'était la région, c'était la France, c'était l'Europe. Nous, l'intérêt général, on a du mal à donner du corps à ce concept. Donc, nous, anglo-saxons, nous préférons que les différents groupes s'expriment et nous, on sera arbitre. C'est-à-dire que l'État se positionne non pas comme dépositaire de l'intérêt général, mais comme arbitre entre plusieurs forces, si vous voulez, qui vont se manifester et à la fin, il arbitre. Et il va dire, ceux qui ne se manifestent pas, eh ben, tant pis pour vous, c'est que probablement le sujet ne nous intéresse pas. Mais je confirme que là-bas, au Royaume-Uni, effectivement, le lobbying est parfaitement légal et même encouragé. Pareil aux États-Unis, hein, parce que c'est ce que nous, on appelle dans notre culture à nous, la démocratie participative. C'est-à-dire que on se dit, on va donner sa place à des groupes qui vont avoir voix au chapitre, s'exprimer. Voilà, il y aura et ensuite l'État, on écoute et puis alors on a aussi notre vision à nous évidemment, mais on donne la parole aux citoyens. Voilà. Et les lobbies sont les bienvenus parce que finalement ils vont porter le message d'un groupe. Alors effectivement, nous on va leur dire oui, mais alors les lobbies c'est souvent une question d'argent, c'est ceux qui ont le plus d'argent qui ont le plus de pouvoir finalement. Et alors eux vont vous dire, regardez en France, ok, d'abord il peut y avoir des lobbies, et puis surtout vous regardez toutes vos manifestations dans la rue. Bon, est-ce que finalement il n'y a pas une forme non encadrée de force, de groupe de pression comme chez nous, mais chez nous c'est encadré, alors que chez vous, voilà, les gens descendent dans la rue, c'est une autre culture,
euh, et les groupes de pression s'expriment autrement. Voilà. Très bien. Donc, Carole demandait aussi quels sont, je retrouve son texte, quel est le pays qui a été le plus intéressant pour vous en termes d'IE? Vous avez peut-être répondu Ah déjà en bah, partie je aux autres dirais, questions. pour moi, de loin, bah, ça dépend pourquoi, si vous voulez. Si je dis pour l'efficacité, alors pour l'efficacité discrète, parce que nous, si vous voulez, on en parle sans arrêt, si vous voulez, hein. Mais vous avez des pays qui sont discrets et très efficaces. Alors, la Corée est impressionnante là-dessus. Bon, c'est drôle parce qu'ils sont jamais en ligne de mire de quoi que ce soit, hein. Bon, ils se débrouillent très bien. Euh, et je vois bien que quand je les ai en cours, ils sont à des années-lumière, si vous voulez, des étudiants européens. Des années-lumière. Bon. Les Chinois deviennent tous les jours un peu meilleurs. Les Américains sont bons, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les Américains sont bons à leur manière de faire, c'est-à-dire que ils jouent avec l'argent, ils jouent avec le rapport de force. Euh, et bon, et les Japonais sont pas mauvais aussi. Alors en Europe, pour moi, les meilleurs, je pense, sont les Allemands, avec les chambres de commerce qui, ça fonctionne pas du tout comme chez nous, mais c'est très efficace et ça ne fait pas de bruit. Voilà. Donc, ils sont tout le temps en train de nous dire est-ce que vous pourriez venir nous montrer ce que c'est que l'intelligence économique et tout? Mais bon, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Ils en font très bien, si vous voulez. Mais c'est pas du tout étatisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, c'est pour ça que j'ai voulu parler des entreprises, si vous voulez, parce que dans tous les pays du monde, si vous voulez, l'entreprise est un peu au cœur. Euh, pas forcément, pas forcément toujours comme je le rêverais en France, si vous voulez. Voilà. Et par exemple, donner un exemple que m'ont donné des collègues profs allemands, ils m'ont dit que le chancelier allemand avait organisé une réunion, deux réunions, une première avec, alors peu importe, hein, avec notre gouvernement. Donc, qui est venu côté français? Eh bien, le ministre et ses conseillers. Bon, c'était pour parler d'économie. Et les Allemands, eux, sont arrivés avec tous les patrons de boîte. Et ils ont dit, mais attendez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les patrons des sociétés. Parce que vous avez entendu, le ministre, on s'en moque. Vous voyez, bon. Pareil, au niveau sportif, les Allemands m'ont dit, on a organisé une réunion aussi, où chez vous, il y avait la ministre et ses conseillers, et nous, il y avait des sportifs, des clubs du Bayern de Munich, etc. Et on est surpris chaque fois de voir que finalement, les opérationnels terrain sont un peu abandonnés. C'est comme si on parlait du tennis, donc on met en avant le régulateur, le juge arbitre, le juge de chef. Moi, je suis un ancien arbitre, donc j'en parle en connaissance de cause, si vous voulez, et presque jamais les joueurs. Je vous dis, moi, j'ai jamais vu sur les affiches où j'ai arbitré, le match est arbitré par Christophe Stabourdillon, hein, tout le monde s'en moque. Et heureusement, si vous voulez. Bon, ce qui est important, ce sont les joueurs, si vous voulez. Bon, ce sont les équipes. Bon, voilà, je trouve qu'il faudrait remettre les entreprises au centre du village, voilà, et les comprendre en profondeur. Je suis pas sûr, moi, de ce que je vois, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Moi, ce qu'à 66 ans, alors quelques grosses boîtes, oui, ça, d'accord, elles ont leur service, ça tourne, etc. Il y a tout ce qu'il faut au niveau soutien, etc. Mais après, alors il y a quelques exceptions. Il y a, par exemple, je connais des petites sociétés qui ont fait de l'intelligence économique de façon remarquable parce qu'elles se sont regroupées, par exemple, au niveau de l'association professionnelle. Je pense, à la Fédération nationale des artisans taxis. Bon, à un moment donné, il y avait le problème en intelligence économique, si vous voulez, de tout ce qui était GPS, satellite, etc. Comme ils n'avaient pas le temps, les chauffeurs de taxi, de se préoccuper eux-mêmes de ce qui se passait, c'était à Stockholm que ça a démarré. Eh bien, ils ont mandaté l'association professionnelle qui a fait du très, très bon travail. Même chose au niveau des patrons pêcheurs. Les patrons pêcheurs, sur leur chalutier, ils n'ont pas le temps de faire l'intelligence économique. Donc, ils ont mandaté leur association professionnelle pour aller voir ce qui se passait à Bruxelles et exercer de l'influence à Bruxelles et avoir de l'info. Parfois, alors je l'ai vu à Angers, pour les pôles de compétitivité dans la fleur aussi. Les fleuristes se sont dit, bon, on est trop petit, il faut qu'on atteigne une taille critique pour porter nos attentes en matière d'intelligence économique et puis pour exercer de l'influence, parce qu'eux-mêmes avaient le problème de l'espionnage des Chinois, voilà, qui venaient gentiment leur couper des fleurs, etc. Et ils retrouvaient leur innovation en matière de fleurs copiée en Chine. Voilà. Donc, oui, voilà.
Très bien. Et il y a beaucoup de questions là qui se bousculent, là, beaucoup de succès, hein. Les services américains, CIA, bon, il n'y a pas que la CIA, apparemment font du renseignement économique. C'est En vrai, France, peu. c'est vrai. Non, mais je Ça, c'est confirme. vrai. Non, non, c'est complètement. Alors, si on parle de la DGSE, je confirme qu'ils en font plus qu'il y a 5 ans, et qu'il y a 5 ans, ils en faisaient plus qu'il y a 10 ans, et qu'il y a 10 ans, ils en faisaient plus qu'il y a 15 ans. Mais je pense que là, il y a un champ. Alors, ils sont sur une bonne, ils sont dans une bonne dynamique, mais je pense que c'est pas encore dans la culture, si vous voulez. Les choses s'améliorent. Ils sont très très bons en diplomatique, ils sont très très bons en militaire, ils sont très bons en politique. Bon, et quand ils ne trouvent pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne trouvent pas. Hein, suivez mon regard, ça peut vouloir dire aussi que le politique n'a pas forcément écouté. Voilà, bon, mais je m'arrête là. Mais ensuite, dans le domaine économique, c'est vrai que dans le domaine économique, c'est pas encore leur priorité. Mais si vous voulez, je vois bien que c'est pas donné à tout le monde, si vous voulez, de comprendre la logique économique. Moi qui suis prof d'économie, bon, bah, et l'économie, ça n'est pas que la macroéconomie, c'est aussi la microéconomie, c'est le système, la compétition, c'est tout ça, si vous voulez. Voyez, bon. Et là, je pense qu'il faudrait une grosse campagne de recrutement de personnes qui comprennent vraiment au sein de la DGSE, parce ils sont très bons, mais les logiques économiques et les logiques de compétition économique mondiale. Alors la DGSI, je vais vous dire, moi, il me bluffe parce que au départ, quand j'ai vu que c'est eux qui récupéraient la partie intelligence économique, je me suis dit, des policiers, c'est quand même pas évident. Eh bien, je peux vous dire que finalement, c'est pas mal du tout. Alors, pas au niveau mondial, c'est pas eux qui vont, si vous voulez, gérer une affaire au niveau d'Alstom, mais au niveau des PME locales, etc., ils peuvent faire du superbe boulot. Hein. Et ça, bah là-dessus, moi, je suis assez admiratif. Bon, la DNRED fait toujours du très très bon boulot, l'ANSSI aussi. Euh, la Tracfin, évidemment. La DRSD fait du très bon boulot pour les entreprises qu'elle suit, voilà. Mais bon, elle suit quelques entreprises uniquement. Hein. Euh, bon, la DRM, c'est pas son domaine, hein, l'intelligence économique. Donc, Et elle les fait du douanes? RIM. Les Alors, douanes? oui, c'est Ouais, la DNRED. La oui, DNRED, elle d'accord. fait du très bon travail. Non, Ouais. non, mais là, c'est top. Hein, c'est top, top. Et d'ailleurs, alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai des étudiants pratiquement partout, bon, dans toutes ces maisons. Donc, bah, j'ai droit à voilà, des commentaires. Voilà. Et puis, j'en ai un certain nombre qui même ont monté des sociétés. Voilà, des cabinets en intelligence économique ou voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas qu'une question d'intelligence économique, si vous voulez. C'est aussi une question d'aider les entreprises. C'est ça qui est Ouais. important. Hein. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Bien, une question d'Alain Bridou, hein, que pense Christophe de la transmission des informations détenues par les représentations françaises officielles aux entreprises françaises établies dans les pays, Business France, consulat, etc. Alors, je dirais que les CCE d'abord, les conseillers du commerce extérieur, qui sont, alors pour ceux qui ne le savent pas, ce sont souvent, pas toujours, hein, mais des résidents dans les pays étrangers qui sont en poste. Alors, je dis n'importe quoi, Société Générale, BNP Paribas, L'Oréal, etc. Et qui donnent de leur temps pour aider des entreprises françaises qui viendraient sur le pays en question gratuitement, bénévolement, pour les aider à s'implanter dans deux domaines principaux, l'exportation ou l'investissement. Alors, les CCE, c'est souvent très, très bon. C'est gratuit. Alors, le seul conseil que je peux donner, parce que j'ai été piégé une fois, donc je le dis, euh, je contacte donc un CCE à Santiago du Chili, qui est un pays que je prospectais pour la première fois. Et ce CCE, je ne vais pas nommer ni la personne ni la société, disons que c'était une grande banque. Voilà. Et donc, la personne charmante, gentille comme tout, m'invite à dîner, me prodigue quelques conseils, donc je ne perds pas mon temps. Et moi, mise en confiance, si vous voulez, je raconte un petit peu tout, mes projets sur le pays, etc. Et je me rends compte parce que moi aussi j'avais mes oreilles à l'intérieur de cette banque, je me rends compte que le CC en question a tout, alors
utiliser un mot un peu familier, mais tout cafeter, d'accord, tout raconter à mon concurrent. Parce qu'en fait, si vous voulez, mon concurrent, ce que je ne savais pas, avait comme banque cette banque-là. Donc là, j'ai compris, si vous voulez, qu'il fallait faire très très attention au CCE, que certains le font gratuitement, mais c'est pour savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, et que ensuite ils revendent les informations, entre guillemets, gratuitement, mais les informations récupérées. Donc, fort de cet échec, j'ai décidé après, tous les CCE, je ne partais plus sans faire une étude du profil du CCE et essayer de voir s'il y avait des liens avec des acteurs qui pourraient être de mauvais acteurs pour moi. Voilà. Donc les CCE, c'est toujours très bon, franchement, hein. Mais il faut faire attention là-dessus. Après, les CCI, alors les CCI, il y a de tout. Il y a des super chambres de commerce. Vraiment, il y en a des super, il y en a qui sont médiocres. Donc là, c'est. Et puis ça dépend aussi des personnes qui sont en place. Parce que j'ai vu des CCI très bonnes devenir très mauvaises et réciproquement. Donc là, il faut se renseigner avant de partir et se dire toujours, attention, si je me dévoile un petit peu, il faut être sûr qu'après, toute la place ne soit pas au courant. Bon, et puis après, vous avez Business France. Alors, Business France, c'est pas mal du tout. Mais je pense il faut pas hésiter à les activer à titre comment dire, onéreux et les faire travailler sur des domaines, si vous voulez, où euh, c'est compliqué pour vous de trouver des consultants. Par exemple, je pense à la Chine, je pense à la Corée, etc. J'ai vu, moi, des études tout à fait bien faites, faites par Business France, parce qu'ils ont des jeunes, des équipes comment dire, de VIE ou de VIA, là, pour le coup, qui travaillent pour eux, qui sont souvent des jeunes issus de grandes écoles d'ingénieurs, des grandes business schools, etc., et qui, sur un an, peuvent s'investir, si vous arrivez à les motiver, et sortir des études de bon marché, de bonne qualité. Mais là aussi, il y a un peu de tout. Je serais tenté de dire qu'il faut arriver à motiver les équipes de business. Mais en général, Business France, c'est bien, hein, voilà. Mais pour moi, je trouve que si on arrive à trouver des CCE, c'est toujours, c'est toujours très bon. Alors, si vous travaillez dans une multinationale, je l'ai fait 20 000 fois, moi, vous pouvez actionner aussi les ambassades étrangères, hein. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez travailler avec la COFAS, alors ça, c'est pour la couverture des risques, mais vous pouvez aussi travailler avec, je dirais, l'ex-Euler Hermès, hein, donc maintenant Alliance Trade. Vous pouvez travailler avec Satché, avec ICGD, avec Ducroix, le Belge, etc. Donc, la chance quand vous êtes en multinationale, c'est que vous pouvez activer plusieurs ambassades pour avoir le risque pays, le risque business, etc., plusieurs assurances. Donc, évidemment, ceux qui ont la chance de travailler dans un contexte multinational, là, il faut faire jouer tout, 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 y compris les équivalents des CCE dans d'autres pays, allemands ou autres. Voilà. Peut-être une dernière question, parce que l'heure avance et c'est bientôt l'heure de l'apéritif, hein. Donc, de Bertrand Ridinger, le droit d'extraterritorialité Territorial. territoriale des USA n'est-il pas une forme d'IE? Alors, je vais vous donner un exemple moi, que j'ai vécu au niveau du droit. À La Havane, je fais une étude, enfin je pars pour étudier une cimenterie qui était très très bonne. Je fais tout l'audit et la veille de mon départ, je suis invité par quelqu'un, un Canadien, qui m'invite dans un restaurant de La Havane et qui me dit, ben voilà, j'ai un message à vous transmettre. Le message est le suivant, la cimenterie que vous voudriez éventuellement racheter, autrefois appartenait à des Américains. Et donc, sachez-le, à l'époque de Batista, la cimenterie était américaine et puis elle a été privatisée par Fidel Castro. Donc, la famille en question considère que la cimenterie est toujours à elle. Et si d'aventure vous rachetiez cette cimenterie, eh bien, sachez que la famille américaine, puisque nous représentons, nous, Canadiens, sur ce dossier-là, les intérêts américains, puisque vous savez que les États-Unis n'ont pas d'ambassade à La Havane, donc si d'aventure vous étiez intéressé par cette cimenterie, eh bien, sachez que la famille américaine viendra tout de suite vous voir pour vous dire, bon, ben maintenant, cette cimenterie est à nous, et vous nous la donnez. Voilà, puisqu'elle nous appartient. Ah ben, je dis, écoutez, c'est intéressant, mais alors là, je tombe des nues.
Bon, je vais voir l'ambassadeur le lendemain. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là de... Et il me dit, ah bah oui, oui, c'est comme ça. Maintenant, avec la loi Helms-Burton, les choses ont changé, si vous voulez, c'est extraterritorial. Et donc, eh bien, les Américains peuvent très bien vous demander voilà, de rendre la cimenterie qui leur appartenait à l'époque de Batista. Ah bon? Je lui dis, mais nous, est-ce qu'on fait la même chose en Algérie? Parce qu'en 62, avec les accords d'Évian, on pourrait dire, bah, attendez aux Algériens, bah, écoutez, ça appartenait à des Français. Donc, si jamais vous revendez ça à des Américains, bah, attendez-vous à ce que, voilà, on vienne vous voir. Et là, l'ambassadeur dit, ah non, non, ça, c'est pas possible, parce que le rapport de force n'est pas du tout favorable avec l'Algérie, comprenez? Alors que sur Cuba, les Américains ont le rapport de force qui va bien. Et non, non, nous, on vous, voilà, donc, alors je dis, mais alors, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il me dit, ben, c'est tout simple, vous laissez tomber. Bon. Bon, alors après, je revois le Canadien et je dis, mais si je décide d'y aller, eh ben, il me dit, ben, si vous décidez d'y aller et que vous ne donnez pas la cimenterie aux Américains comme ils vous le demanderont, eh ben, c'est tout simple, ils feront saisir aux États-Unis vos biens à concurrence du montant de la cimenterie. Voilà, donc vous avez des cimenteries en Alabama, en Californie, etc. Vous refusez de leur rendre leur cimenterie cubaine, eh bien, ils feront jouer le droit pour que vous puissiez, voilà. Et donc, vous aurez peut-être votre cimenterie cubaine, mais vous aurez perdu la cimenterie américaine. Bon, bah écoutez, je suis rentré à Paris, j'ai expliqué tout ça, et inutile de vous dire que la décision a été assez vite prise de on n'y va pas. Voilà. Mais combien de fois ça m'est arrivé, hein? À Moscou, c'est pareil. J'ai vécu des séances d'intimidation où on me faisait clairement comprendre, par exemple, qu'il ne fallait pas que j'aille sur ce marché-là parce que je risquais de faire grimper les enchères. Donc c'est gentiment dit, hein. En général, les gens vous invitent dans un très bon restaurant, on vous parle de Baudelaire et de Verlaine, tout ça, on vous dit la France c'est super, c'est romantique et tout, puis à la fin on vous glisse, écoutez, laissez tomber. Non, mais la Russie est grande, mais pourquoi voulez-vous venir là? Comprenez, c'est madame la femme du maire qui s'occupe de cette cimenterie-là. Laissez-la faire, parce que si jamais vous surenchérissiez, bah, elle va payer plus cher. Donc, ce n'est pas la peine de l'agacer. Bon, et si je décide quand même d'y aller, bon, bah, alors on me dit, ouais, on me l'a dit, bah, écoutez, un accident de voiture est si vite arrivé, laissez tomber. Bon, bah, ok. Voilà. Donc, ça, c'est des techniques, voilà, l'intimidation, quelque chose qui marche très, très bien, hein. Mais ça, c'est vrai qu'on ne va pas se raconter, si vous voulez, ensuite. En général, on a un peu honte, d'accord? On dit, il nous a intimidés, ça a marché, bon, bah, on va voir ailleurs. Voilà. Et c'est là où on voit que le rapport de force, bah, soit il est favorable, soit il n'est pas favorable. Et ça, le rapport de force, c'est quelque chose de très, très, très important. Moi, j'apprends mes étudiants, même mes juristes, à ne plus négocier un contrat sans établir d'abord un bon rapport de force et établir le rapport de force. Parce que on le sait bien, un très bon contrat avec un mauvais rapport de force, ça fait pas grand-chose. Un très très bon rapport de force avec un mauvais contrat, finalement, ça peut être très bon. Donc, bon, et c'est pareil en droit international. Vous voyez, puisqu'on parle d'intelligence économique, c'est en fait le rapport de force. Parce que la loi Helms-Burton faite par Turcs et Caïcos, si vous voulez, bah, ça ne porterait pas. Bon, ce qui marche, c'est parce que c'est les États-Unis que ça marche. Voilà. Donc, le rapport de force, après l'écriture du droit, mais le droit est souvent l'écriture d'un rapport de force, hein. Voilà. Très bien, bah, écoutez Christophe, je crois qu'on va s'arrêter là parce que bon, ça fait 1h25 que vous êtes en train de nous raconter des histoires absolument intéressantes et extraordinaires et qui sortent du quotidien qu'on entend régulièrement. Écoutez, merci encore. C'était très intéressant et donc à bientôt par mail, hein, on s'envoie les informations par mail. Il y a Très eu pas bien. mal de messages, hein, qui disaient que c'était très intéressant et qui vous remercient beaucoup de Bon, bah votre écoutez, je suis intervention. ravi. Je suis ravi. L'IHEDN est une très belle maison pour laquelle j'ai déjà beaucoup donné. Je serais ravi de continuer à aider. Voilà. Merci beaucoup. Très Merci bien. Thierry et merci à tous. Merci Alain. Merci à tous mes collègues et amis et sûrement à une prochaine.